Si vous voulez être un leader qui attire des personnes de qualité, la clé est de devenir vous-même une personne de qualité. Le leadership est la capacité d'attirer quelqu'un vers les compétences et les opportunités que vous offrez en tant que propriétaire, gestionnaire ou parent. J'appelle le leadership le grand défi de la vie. Ce qui est important en leadership, c'est d'affiner vos compétences. Tous les grands leaders continuent de travailler sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils deviennent efficaces. Voici quelques détails. Apprenez à être fort, mais pas impoli. C'est une étape supplémentaire que vous devez franchir pour devenir un leader puissant et compétent, doté d'un large éventail d'influence. Certaines personnes confondent impolitesse et force. Ce n'est même pas un bon substitut. Ensuite, apprenez à être gentil mais pas faible. Nous ne devons pas confondre faiblesse et gentillesse. La gentillesse n'est pas faible. La gentillesse est un certain type de force. Nous devons avoir la gentillesse de dire la vérité à quelqu'un. Nous devons être suffisamment gentils et prévenants pour le mettre en jeu. Nous devons avoir la gentillesse de dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas nous faire d'illusions. Ensuite, apprenez à être audacieux, mais pas intimidateur. Il faut de l'audace pour remporter la victoire. Pour renforcer votre influence, vous devez marcher devant votre groupe. Vous devez être prêt à tirer la première flèche, à vous attaquer au premier problème, à découvrir le premier signe de problème. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que l'agriculture n'est pas un travail facile. Les agriculteurs doivent faire face aux mauvaises herbes, aux pluies et aux insectes. De même, si vous voulez des récompenses au moment des récoltes, vous devez être audacieux. Il faut saisir le moment. Voici la prochaine étape. Il faut apprendre à être humble, mais pas timide. On ne peut pas accéder à une grande vie en étant timide. Certaines personnes confondent timidité et humilité. Mais l'humilité est une vertu. La timidité est une maladie. C'est une affliction. On peut guérir, mais c'est un problème. L'humilité est presque un mot semblable à celui de Dieu. Un sentiment de crainte. Un sentiment d'émerveillement. Une conscience de l'âme et de l'esprit humain. Une compréhension qu'il y a quelque chose d'unique dans le drame humain par rapport au reste de la vie. L'humilité, c'est comprendre la distance qui nous sépare des étoiles, tout en ayant le sentiment de faire partie des étoiles. Voici un bon conseil. Apprenez à être fier mais pas arrogant. Il faut de la fierté pour réussir ses activités. Il faut de la fierté pour construire son ambition. La clé pour devenir un bon leader est d'être fier sans être arrogant. La prochaine étape consiste à apprendre à développer l'humour sans folie. C'est important pour un leader. En matière de leadership, nous apprenons qu'il est normal d'être plein d'esprit, mais pas idiot. Amusant, mais pas idiot. Ensuite, affrontez les réalités. N'ayez pas peur de faire face à la vérité. Épargnez-vous l'agonie. Acceptez simplement la vie telle qu'elle est. La vie est unique. Certains qualifient cela de tragique, mais j'aimerais penser que c'est unique. Tout le drame de la vie est unique. C'est fascinant. La vie est unique. Le leadership est unique. Les compétences qui fonctionnent bien pour un leader peuvent ne pas fonctionner du tout pour un autre. Mais les compétences fondamentales du leadership peuvent être adaptées pour fonctionner avec presque tout le monde. Au travail, dans la communauté et à la maison. La première qualité d'un bon leader est la capacité de construire une équipe performante. Une fois que vous vous êtes fixé un objectif en tant que leader, qu'il s'agisse de créer votre propre entreprise, de dynamiser votre organisation, de construire une église ou d'exceller dans le sport, le défi est de trouver de bonnes personnes pour vous aider à atteindre cet objectif. Former une équipe performante n'est pas seulement utile, c'est nécessaire. Alors, pour vous guider dans cette tâche ardue de sélection des bonnes personnes, je vais partager avec vous une liste de contrôles en 4 parties. Numéro 1. Vérifiez l'historique de chaque candidat. Recherchez les informations disponibles concernant les qualifications de la personne pour accomplir le travail. C'est l'étape la plus évidente. Numéro 2. Vérifiez le niveau d'intérêt de la personne. Si elle est intéressée, c'est probablement un bon prospect. Parfois, les gens peuvent simuler leur intérêt, mais si vous êtes un leader depuis un certain temps, vous serez en mesure de juger si quelqu'un fait simplement semblant. Organisez une conversation en face à face et essayez d'évaluer sa sincérité au mieux de vos capacités. Vous ne frapperez pas dans le mille à chaque fois, mais vous pouvez devenir assez doué pour repérer ce que j'appelle le véritable intérêt. Troisièmement, vérifiez les réponses du candidat. Une réponse en dit long sur l'intégrité, le caractère et les compétences d'une personne. Écoutez des réponses comme celle-ci. Vous voulez que j'arrive si tôt? Vous voulez que je reste aussi tard? La pause ne dure que 10 minutes? Je vais devoir travailler 2 soirs par semaine et le samedi?
Vous ne pouvez pas ignorer ces indices. Les réponses d'une personne sont une bonne indication de son caractère et de l'intensité avec laquelle elle travaillera. Nos attitudes reflètent notre moi intérieur. Donc même si nous pouvons tromper les autres pendant un certain temps, notre véritable moi finira par émerger. Et numéro 4, vérifiez les résultats. Le nom du jeu, ce sont les résultats. Sinon, comment pouvons-nous évaluer efficacement la performance d'un individu? Le juge final doit être les résultats. Il existe 2 types de résultats à rechercher. Le premier concerne les résultats d'activité. Les résultats spécifiques sont le reflet de la productivité d'un individu. Parfois, nous ne demandons pas ce type de résultat tout de suite, mais il est assez simple de vérifier l'activité. Si vous travaillez pour une organisation commerciale et que vous avez demandé à votre nouveau vendeur, John, de passer 10 appels au cours de la première semaine, il est simple de vérifier ces résultats le vendredi. Vous dites « John, combien d'appels avez-vous passé ?» John dit « Eh bien… » et commence à raconter une histoire en trouvant une excuse. Vous répondez « John, j'ai juste besoin d'un nombre de 1 à 10. » Si ces résultats cette première semaine ne sont pas bons, c'est un signe certain. Vous pourriez essayer encore une semaine, mais si ce manque d'activité persiste, vous vous rendrez vite compte que John n'est pas capable de devenir membre de votre équipe. Le deuxième domaine que vous devez surveiller est la productivité. Le test ultime d'une équipe de qualité est un progrès mesurable dans un délai raisonnable. Et voici l'une des compétences du leadership. Soyez franc avec votre équipe quant à ce que vous attendez d'elle. Ne laissez pas les surprises arriver plus tard. Lorsque vous suivez cette liste de contrôle en 4 parties, votre instinct joue évidemment un rôle majeur. Et votre instinct s'améliorera à chaque fois que vous suivrez le processus. N'oubliez pas que bâtir une bonne équipe sera l'une de vos tâches les plus difficiles en tant que leader. Cela vous rapportera de multiples récompenses pendant longtemps. La deuxième clé pour devenir un bon leader est la suivante. Suivez la règle des 80/20. Le leadership est bien souvent un exercice de confrontation à la réalité. Je disais, les menteurs ne devraient pas mentir. Ce que j'ai appris depuis, et ce que vous devez savoir, c'est que de telles déclarations sont un gaspillage d'énergie. Les menteurs sont censés mentir. C'est pourquoi nous les traitons de menteurs. On ne s'attendrait pas à ce qu'ils fassent autre chose. Si c'était le cas, nous vous traiterions de naïfs. Et vous seriez particulièrement naïf si vous vous laissiez bouleverser. Et si vous dites « ces gens ne devraient pas me couper la parole », nous vous traiterions de naïfs. Voici une perspective qui m'a épargné bien des angoisses. Je peux désormais éviter ces nuits blanches que je vivais en me tirant les cheveux et en me demandant pourquoi il y avait des menteurs et des personnes qui se comportaient souvent très mal. J'ai abandonné tout cela quand j'ai finalement compris la règle des 80/20. Permettez-moi de vous donner quelques-unes de mes idées sur la règle des 80/20 et de vous expliquer comment elle s'applique à vous en tant que leader et manager. Voici le premier conseil. Apprenez à consacrer 80% de votre temps en tant que leader à 20% des personnes qui le méritent. Il existe de nombreux exemples pour montrer comment cette règle des 80/20 s'applique à tous les niveaux. Demandez au pasteur de l'église « Qui donne le plus d'argent ici ?» Il répondra « Probablement 20% des gens donnent 80% de l'argent. Alors, que faites-vous des 80% restants ?» Vous apprenez à gérer la situation et n'essayez pas de la résoudre. C'est comme essayer de comprendre les lois de la nature. Vous ne découvrez pas la source de ces lois, vous apprenez à travailler avec elles. Elles sont toutes définies, tout comme cette règle des 80/20 est définie. La clé est d'apprendre à travailler avec les choses telles qu'elles sont. Une partie de la tâche du leadership consiste à apprendre à passer 80% de son temps avec les 20% qui font 80% du travail. Nous appellerions cela un bon sens du leadership. Si vous vous demandez comment y parvenir, voici une réponse. Passez du temps individuel avec les 20% et du temps en groupe avec les 80%. C'est un aspect important d'un leadership compétent. Cependant, devinez qui veut votre temps individuel. Le mauvais groupe, les 80%. Mais c'est ça la vie. Alors maintenant, vous devez être stratégique et il faut être diplomate. Diplomatie et stratégie sont 2 mots clés que le leader efficace doit comprendre. Voici la diplomatie. Marie vient et dit « J'ai une question ». Vous dites « Marie, pose-moi ta question samedi matin. Je vais rencontrer tout le monde et en parler à ce moment-là. » Ce n'est peut-être pas toujours aussi simple, mais vous devez suivre la stratégie consistant à traiter avec les 80% en groupe et à parler aux 20% individuellement.
Cela pourrait être difficile parce que l'attraction est dans la direction opposée, et cela a toujours été le cas. Tout comme la gravité est une attraction vers le bas, la vie est une lutte dans la direction opposée. Même si vous avez constitué une équipe formidable, cette règle des 80/20 s'appliquera. C'est inévitable. Mais si vous apprenez à travailler avec, les 80% les plus pauvres peuvent augmenter considérablement leur niveau de compétence. Et cela poussera vos 20% les plus élevés encore plus haut. Ils seront tout simplement exceptionnels. Vous disposerez d'une véritable équipe performante. Troisième qualité d'un bon leader, assumer la responsabilité du leadership. Il existe sans aucun doute une relation forte entre responsabilité et leadership. Bear Bryant a dit un jour quelque chose à ce sujet. Il a été l'entraîneur de nombreuses grandes équipes de football de l'Université d'Alabama et, jusqu'à ce que son record soit battu récemment, il avait remporté le plus grand nombre de victoires parmi tous les entraîneurs de l'histoire du football. Bryant a déclaré qu'il était impossible pour aucun de ses joueurs de commettre une erreur lors d'un match de football. Toutes les erreurs lui appartenaient car en tant qu'entraîneur, il était seul et entièrement responsable de la préparation de ses athlètes à jouer au football sans erreur. En disant cela, Bryant acceptait véritablement un rôle de leadership et il assumait le type particulier de responsabilité qui l'accompagnait. En tant que leader, vous devez être responsable de la préparation de vos subordonnés aux défis auxquels ils seront confrontés. Si le résultat n'est pas positif, vous devez accepter la responsabilité de ne pas les avoir préparés de façon adéquate. Cela semble peut-être être une norme stricte à respecter, mais c'est comme ça. Si vous ne pouvez pas assumer la responsabilité et le leadership, admettez-le au moins à vous-même et ne laissez pas les autres commencer à dépendre de vous. Choisissez la norme selon laquelle vous souhaitez vivre et suivez-la. À l'époque de l'Empire romain, il existait une perspective unique concernant ce type de prise de décision. Le monde était pour le moins brutal à cette époque. Tout pouvait arriver. Des épidémies aux révolutions en passant par les invasions barbares. Même pour les classes supérieures, survivre était un véritable défi. Pourtant, certains ont tenté de faire plus que simplement survivre. Il existait une tradition selon laquelle les gens essayaient de se créer eux-mêmes et de créer leurs personnages exactement de la même manière qu'un artiste créerait une peinture ou une sculpture. Et comme une œuvre d'art, ces personnes considéraient leur esprit et leur caractère comme des choses de beauté qui vivraient après leur mort dans la mémoire de leurs amis et de leur famille. Les personnes qui ont choisi de vivre leur vie de cette façon n'étaient ni des moines, ni des ascètes, ni éloignés de la vie du monde quotidien. Ils voulaient juste très sérieusement se forger un caractère fort. En fait, l'empereur romain Marc Aurèle était un exemple bien connu de ce type de personne, et son journal est un exemple puissant de tout ce qui est impliqué dans la construction du caractère et du leadership. Une grande partie a été écrite dans des camps militaires, alors que l'empereur dirigeait les armées romaines contre les tribus barbares, dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Les écrits de cet ancien empereur et d'autres peuples de la même époque reflètent un choix conscient de vivre selon certaines normes de responsabilité et de caractère. Ce genre de décision claire sur la façon d'améliorer notre moi intérieur est quelque chose dont nous sommes rarement témoins aujourd'hui. La plupart des gens veulent être bons. Ils veulent être éthiques et moraux et réussir dans tous les domaines. Ils veulent réaliser leur potentiel, mais ils pensent que c'est quelque chose qui se fera tout seul. Ils ne voient pas qu'il devrait y avoir une décision consciente d'assumer la responsabilité de sa vie, de ce que l'on fait et de ce qu'on devient. Il y a un vieux dicton qui dit « J'ai dormi et j'ai rêvé que la vie était beauté. Je me suis réveillé et j'ai vu que la vie était un devoir. » Si vous voulez vraiment contrôler votre vie et si vous voulez que les autres puissent compter sur vous et se tourner vers vous pour leur leadership, vous devez vous réveiller du rêve selon lequel quelqu'un d'autre assumera la responsabilité. Vous devez accepter la responsabilité de diriger vous-même et les autres. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et si vous développez les compétences d'un leader très efficace, personne d'autre ne pourra le faire aussi bien que vous non plus. Quatrième qualité, construisez une famille solide. Les compétences de leadership sont requises au travail, oui. Mais ils sont également nécessaires à la maison, au sein de nos familles, dans la communauté, dans l'éducation. Quelles sont certaines des compétences nécessaires pour construire une bonne et solide famille? La communication est numéro 1. Chaque membre de la famille doit savoir qu'il a une voix et que sa voix est respectée. Chaque membre de la famille doit savoir que son opinion compte, que la famille est une démocratie. S'il y a un problème, ils peuvent le mettre sur la table. Et cela est aussi important à table. Ce n'est pas seulement un lieu pour le repas du soir, c'est un lieu pour exposer tous les problèmes, parler de la journée, partager des expériences, poser des questions et espérer des réponses.
Vous pouvez accomplir tout cela, et bien plus encore, autour de la table du dîner. Dans la société actuelle, il existe de nombreux foyers brisés, des parents divorcés qui partagent la garde des enfants. Comment élever des enfants lorsqu'ils sont répartis entre deux foyers? Assurez-vous que les philosophies d'éducation des enfants dans les deux ménages sont compatibles. Évidemment, les valeurs de chaque parent sont différentes. C'est pourquoi la maison est divisée. Mais les parents confrontés à ce genre de défis doivent mettre de côté leurs différences personnelles et développer une philosophie unique pour élever leurs enfants. Pourquoi? Parce que s'ils ne le font pas, les enfants seront dans un état de désordre, avec un ensemble de règles pour une maison et un autre ensemble de règles pour une autre maison. Quelle que soit la configuration de votre foyer, assurez-vous que la communication joue un rôle essentiel. Tout le monde doit être entendu, et tout le monde doit reconnaître que la voix de chacun compte. C'est le numéro 1, la communication. Voici le numéro 2 pour élever une famille solide, l'activité. Il y a quelque temps, une étude a été réalisée auprès d'un grand groupe de familles heureuses. Et voici ce qu'ils avaient tous en commun. Premièrement, ils ont pris l'habitude de dîner ensemble aussi souvent que possible. Deuxièmement, ils pratiquaient tous ensemble une activité physique ou une autre. Marche, tennis, natation, basketball. Ils ont planifié des activités de conditionnement physique en famille. Troisièmement, ils prenaient l'habitude de passer le dimanche matin à l'église. Et le quatrième dénominateur commun des familles qui réussissent? Les parents ont programmé du temps personnel et de qualité ensemble, seuls. Pourquoi le temps personnel des parents affecterait-il si dramatiquement toute la famille? Parce que lorsque les parents sont satisfaits les uns des autres et investissent les uns dans les autres, ils présentent un front uni aux enfants. Le temps personnel passé ensemble est important. L'activité extérieure est également importante. Des activités telles que des sorties planifiées, des balades à vélo en été, des sorties au ski en hiver, du canotage, de la pêche, des sorties au zoo, un frisbee dans la cour, du baseball, du basketball. Quels que soient les intérêts extérieurs de votre famille, assurez-vous de les planifier à un moment donné, régulièrement. Et planifiez également des activités à l'intérieur. Faites régulièrement des choses ensemble à la maison. Si vous avez une jeune famille qui a l'habitude de se vautrer devant la télévision à chaque moment libre, commencez à la sevrer de cette activité un jour par semaine. Prévoyez une soirée chaque semaine sans la télé. Prévoyez une soirée. Pendant ce temps, lisez ensemble, travaillez ensemble sur des projets ménagers, parcourez ensemble les albums photos et les vidéos de famille, planifiez des vacances ensemble, commencez un journal familial, écrivez-y une fois par semaine, enregistrez ce que vous avez fait, où vous êtes allé, qui vous avez vu, ce que vous avez ressenti. Les journaux familiaux sont un excellent moyen de suivre la croissance de votre famille et celle de vos enfants. Lorsque vous relirez ces journaux familiaux, vous découvrirez qu'ils font partie de vos plus grands trésors. Il existe une autre façon amusante de consigner l'histoire de votre famille. Une de mes amies me raconte que lorsqu'elle était enfant, l'une des 3 enfants d'une famille pleine de rivalité fraternelle, ses parents cachaient de temps en temps un magnétophone sous la table de la salle à manger. Ils enregistraient la conversation du dîner de famille. Ces enfants se réunissent maintenant et passent un bon moment avec les cassettes. Ils ont grandi maintenant, mais lorsqu'ils reviennent et écoutent des scènes de leur éducation, cela a pour effet de raviver le lien familial. Voici la 3e clé la plus importante pour élever une famille forte et saine avec des liens qui dureront toute une vie. Un lien spirituel. Vos croyances vous appartiennent, et c'est à vous de décider si vous appelez ou non Dieu le pouvoir derrière notre existence. Mais quelle que soit votre foi, quelles que soient vos croyances, partagez-les avec votre famille. Partagez-les avec vos enfants. Prenez fréquemment le temps de discuter des aspects spirituels de votre vie. Donnez à vos enfants la possibilité de choisir en leur donnant une base de connaissances. Il y a toutes sortes de programmes merveilleux dans les églises ces jours-ci. Outre le sermon du dimanche qui est si précieux, il y a l'école du dimanche pour les enfants, l'école biblique de vacances, les séjours en camping, les sorties en famille, les études bibliques hebdomadaires, les pique-niques, les pièces de théâtre, les comédies musicales et les concerts. Si vous recherchez une nouvelle église, visitez plusieurs églises pour savoir laquelle vous convient le mieux. Il existe de nombreuses choses que vous pouvez faire avec votre famille pour établir des liens solides et des relations saines. Les conseils que je vous ai donnés ne sont que quelques-uns. Vous avez peut-être d'autres idées, et c'est super. N'oubliez pas que plus vous dépensez d'énergie pour votre famille, plus vous accordez de temps et d'attention à votre famille, plus vous recevrez d'amour et d'attention en retour. Vos enfants vous aimeront inconditionnellement quand ils seront jeunes.
Assurez-vous simplement que lorsqu'ils grandiront et connaîtront mieux, vous leur aurez donné une raison de poursuivre leur amour inconditionnel. Vous pouvez devenir un leader. Pour cela, vous devez réellement le vouloir et appliquer les qualités des grands leaders. À vous de jouer maintenant.